Enfin, ma femme inutile et sans emploi est morte. Je peux enfin respirer, hurla Stéphane avec un soulagement dans la voix. Il riait comme un homme dont le fardeau avait enfin été levé. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble en paix, mon amour. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, ajouta sa maîtresse, Manon. Inconscient que sa femme pouvait entendre chaque mot, Stéphane et sa maîtresse célébraient sa mort comme une victoire. Il se tenait à côté de son lit dans la clinique privée à Avignon, vêtu de noir, planifiant ses funérailles avec un calcul froid. Il ne savait pas que dans seulement 28 jours, la femme qu'il croyait morte se lèverait, pleinement consciente, inarrêtable et prête à riposter. Pendant qu'il célébrait sa mort, Chloé gisait sur un lit d'hôpital étroit, immobile, enveloppée dans des draps blancs. L'air froid effleurait sa peau. Des machines autour d'elle l'aidaient à respirer. Les médecins l'avaient déclarée dans un coma profond. Ils avaient déclaré que ses chances de se réveiller étaient faibles. Les gens qu'elle appelait sa famille avaient conclu qu'elle était morte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Chloé entendait tout. Elle entendait le rire de son mari briser le silence de la chambre d'hôpital. Elle entendait sa maîtresse se réjouir. Elle entendait le raclement d'une chaise alors qu'ils s'asseyaient confortablement à côté de son lit comme des invités à une fête. Son esprit hurlait. Son corps la trahissait. Elle essayait d'ouvrir la bouche. Elle essayait de lever un doigt. Rien ne bougeait. Elle était prisonnière d'elle-même. Stéphane s'approcha du lit et baissa les yeux sur son visage. « Alors c'est ainsi que ça se termine, dit-il. Toute cette cuisine, tout ce ménage, et toute cette souffrance que tu as endurée juste pour me plaire. » Il secoua lentement la tête. Elle s'était tuée à la tâche en essayant d'impressionner des gens qui ne s'étaient jamais souciés d'elle. « C'est pathétique, Manon, » ajouta sa maîtresse en s'appuyant contre son épaule. Elle était toujours si désespérée, dit-elle doucement, comme si le fait d'être utile la rendrait aimable. Il riait, pas assez fort, pas assez cruellement pour alerter les infirmières, mais assez cruellement pour détruire une âme. Chloé se souvenait de s'être réveillée avant le lever du soleil chaque jour. Elle se souvenait d'avoir dormi après minuit. Elle se souvenait d'avoir passé des heures debout dans la cuisine alors que ses jambes tremblaient de fatigue. Elle se souvenait d'avoir forcé un sourire alors que son dos la brûlait de douleur. Elle se souvenait s'être dit « essaie juste plus fort ». Elle se souvenait de tout cela et plus encore de ce qu'elle avait fait pendant 3 ans d'un mariage qui ne lui avait rien donné d'autre que des exigences, des insultes et des louanges vides. Maintenant, elle restait immobile à les écouter parler de sa vie comme si elle ne signifiait rien. La mère de Stéphane, Monique, entra dans la chambre avec la satisfaction écrite sur le visage. « Alors c'est finalement arrivé, dit-elle calmement. Je l'avais prévenu. Une femme qui en fait trop oublie sa place. » Elle regarda le corps immobile de Chloé et fit claquer sa langue. Tous ses efforts et elle a quand même échoué. Au moins maintenant mon fils est libre, ajouta-t-elle. Libre ? Ce mot résonna dans l'esprit de Chloé. Libre d'elle. Libre de la femme qui avait tout donné. Elle n'est pas morte. Le médecin leur avait dit plus tôt. Elle est dans le coma. Il y a encore une chance minime qu'elle se réveille. Stéphane lui coupa la parole. Soyons honnêtes, docteur, dit-il. Elle est déjà partie. Chloé entendit cette phrase clairement et quelque chose en elle se brisa. Manon s'approcha du lit et ajusta la couverture. Elle n'a plus besoin de tous ces soins, dit-elle doucement. Laissons la nature finir ce que l'épuisement a commencé. Puis Manon se pencha vers Stéphane et chuchota, alors, quand planifions-nous les funérailles ? Il se tenait à côté d'elle, discutant de son enterrement. Alors que son cœur battait encore, alors que son esprit était encore vivant, alors qu'elle écoutait chaque mot à l'intérieur de son corps silencieux, Chloé hurla, « Je suis là. Je peux vous entendre. Pourquoi m'enterrez-vous alors que je suis encore en vie ?» Mais ses lèvres ne bougèrent jamais. Et aucun d'eux ne réalisa que la femme dont il se moquait écoutait, se souvenait et attendait. Aucun d'eux ne réalisa que dans quelques semaines, elle les ferait supplier. Le temps s'arrêta pour Chloé, mais pas la cruauté. Les jours passèrent, les matins arrivèrent avec une lumière froide à travers la fenêtre de la clinique. La nuit venait avec des ombres et des chuchotements. Chloé restait immobile à travers tout cela. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Les machines respiraient pour elle. Son corps se reposait, mais son esprit ne dormait jamais. Elle écoutait.
Elle écoutait les pas devant sa porte. Elle écoutait les infirmières changer de service. Elle écoutait les médecins parler à voix basse. Et elle écoutait son mari l'effacer lentement. Stéphane venait presque tous les jours. Il ne lui tenait jamais la main. Il ne prononçait jamais son nom avec amour. Il s'asseyait près du lit et se moquait d'elle. Elle n'avait aucun but. Elle n'avait pas de vie. Juste une femme au foyer inutile attendant que je prenne soin d'elle, dit-il un après-midi. Toujours en train de nettoyer, essayant toujours d'impressionner ma famille. Manon était assise à côté de lui, les jambes croisées, calme et confiante. Elle pensait que la souffrance la rendrait précieuse, répondit Manon. Certaines femmes ne savent pas quand s'arrêter. Il parlait comme si Chloé était déjà un souvenir. Chloé voulait crier. Elle voulait leur dire qu'elle travaillait parce qu'elle les aimait, qu'elle se sacrifiait parce qu'elle croyait en eux. Mais sa bouche restait fermée, son corps restait silencieux. La nuit, la douleur semblait pire. Pas la douleur physique. La douleur de savoir. Savoir que l'homme pour qui elle cuisinait tous les jours riait maintenant à côté de son lit. Savoir que la femme portant son sourire attendait sa tombe. Monique visitait moins souvent, mais quand elle venait, ses mots restaient plus longtemps. Elle a attiré ça sur elle-même, disait-elle froidement. Aucune femme ne devrait se surmener pour une famille qui est déjà complète. Elle se tenait au pied du lit et regardait vers le bas. Tous ses efforts, et elle a quand même échoué. Échoué ? Ce mot brûlait dans l'esprit de Chloé. Chloé entendait des conversations qu'elle n'était jamais censée entendre. Combien de temps va-t-elle rester comme ça ? Demanda calmement Stéphane au médecin. 30 jours, répondit le médecin, la voix calme mais ferme. Et après ça ? Insista Stéphane, le ton tranchant, presque impatient. La famille pourra décider, dit le médecin, évitant le contact visuel. Décider ? Chloé hurla si fort, mais aucune voix ne sortit. Elle commença à compter les jours dans sa tête. Chaque jour ressemblait à une année. Son esprit repassait des années de labeur sans fin, de muscles endoloris, de larmes silencieuses et la voix implacable exigeant « fais plus, sois meilleur ». Et puis elle se rappela qui elle était vraiment. Avant Stéphane, avant le mariage, elle se souvenait des réunions auxquelles elle assistait discrètement, des papiers qu'elle signait sans attirer l'attention, des entreprises qu'elle bâtissait sans faire de bruit. Elle se souvenait avoir choisi de se cacher. Elle voulait être aimée sans argent. Maintenant, gisant impuissante dans un lit de clinique, elle comprenait la vérité. Ils exigeaient tout d'elle, mais ne voyaient jamais la femme derrière le travail. Chloé continua de compter les jours. Le 12e jour, le ton avait changé. Manon arriva habillée de couleurs vives, la confiance rayonnant sur son visage. Elle a l'air paisible, dit-elle en regardant le corps immobile de Chloé, presque comme si elle savait que c'était fini. Stéphane sourit. Elle ne se réveillera pas. Ils le dirent comme un fait. Chloé sentit quelque chose de dur se former dans sa poitrine. Pas de la peur, de la colère. Les infirmières chuchotaient quand elles pensaient que personne n'écoutait. Il planifie déjà ses funérailles, dit l'une. C'est sans cœur. Une autre répondit doucement, certaines personnes ne montrent de l'amour que lorsque l'argent est impliqué. Chloé entendit cela. Elle s'y accrocha. Les jours passaient lentement. Le 18e jour, ses pensées devinrent plus fortes. Je ne mourrai pas, se dit-elle. Je ne les laisserai pas m'enterrer. Son corps restait immobile, mais sa volonté s'aiguisait. Elle se souvenait de chaque mot cruel, de chaque rire, de chaque plan qu'il faisait, comme si elle était déjà partie. Chaque pensée la rendait plus forte. Ils regretteront de penser que je suis faible. Ils verront que je suis vivante. Chaque battement de son cœur, chaque respiration superficielle ressemblait à un petit acte de défi. Et dans ce silence, elle commença à planifier. Le 21e jour, sa silhouette bougea juste une fois. Une infirmière le remarqua et se figea. Les médecins se précipitèrent. Des tests furent effectués. L'espoir entra dans la chambre, prudent et silencieux. Chloé n'était pas encore prête à mourir. Elle devait leur montrer qui elle était vraiment. Le 24e jour, ses yeux s'ouvrirent pendant quelques secondes. Elle les referma. Le médecin sourit. Elle revient, dit-il. Cette nuit-là,
quand la chambre fut vide, Chloé chuchota au médecin avec des lèvres sèches, « Ne leur dites rien pour l'instant. » Le médecin hésita. Puis il hocha la tête. Chloé attendit. Elle écoutait les rires. Elle écoutait les plans. Elle écoutait l'avidité. Et pendant qu'il comptait les jours jusqu'à son enterrement, Chloé comptait les battements de cœur. Elle n'allait pas mourir comme il le voulait. Elle se préparait. Le 26e jour, Chloé se réveilla complètement. La chambre semblait trop calme. Puis elle entendit le bip régulier. Bip, bip d'une machine. Ses doigts tressaillirent. La douleur traversa son corps comme du feu. Elle était vivante. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le plafond au-dessus d'elle devint flou puis s'éclaircit. Un médecin se tenait figé à son chevet. Son visage portait le choc, puis l'incrédulité, puis le soulagement. « Vous êtes réveillé » dit-il presque pour lui-même. Chloé essaya de parler. Ses lèvres tremblaient, sa gorge brûlait. Elle avala difficilement. « Oui » chuchota-t-elle. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle se souvenait de tout. Chaque mot, chaque rire, chaque célébration. Elle se souvenait des mots cruels de son soi-disant mari. Ses doigts se crispèrent dans les draps. « S'il vous plaît, » dit-elle après un long silence, « ne dites rien à personne. Pas à mon mari. Pas à sa famille. » Le médecin hésita. « Vous avez été dans le coma pendant des semaines, » dit-il doucement. « Il pense que vous êtes. » « Je sais ce qu'il pense, » l'interrompit calmement Chloé. Sa voix ne tremblait pas. « C'est pour cela que je vous le demande. » Après un moment, le médecin hocha la tête. Les 2 jours suivants passèrent lentement, douloureusement. Elle réapprit à s'asseoir, à se tenir debout sans s'effondrer, à marcher sans crier. La nuit, quand le service devenait silencieux, ses souvenirs revenaient plus forts. Leur rire, leurs plans, ses funérailles. Elle ne pleura pas. Le 28e jour, elle quitta la clinique discrètement, avec juste un petit sac et toute la force qui lui restait. Elle se tenait devant la maison de campagne en Provence qu'elle avait autrefois servie, la maison qui l'avait usée, la maison qui l'avait brisée. Le bruit débordait de l'intérieur. Rire, musique, voix forte. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, lent et lourd, comme si chaque battement lui rappelait tout ce qu'ils avaient volé. Des chaises remplissaient le jardin. Les gens portaient du noir. Ils préparaient réellement ses funérailles, et ils traitaient cela comme un festival. Elle observa depuis le portail en fer forgé chaque étape de leur arrogance, la brûlant. Son soi-disant mari se déplaçait avec assurance, donnant des ordres. « Rapprochez ces chaises, dit-il. Les gens arriveront tôt. » Sa voix dégoulinait de fierté. Soulagement. Manon se déplaçait librement dans la maison, riant et pointant du doigt comme si elle possédait déjà tout. Les doigts de Chloé la démangeaient de bouger, son esprit hurlant de fureur. Mais elle resta immobile, silencieuse, attendant. Elle aurait aimé ça, dit Manon avec désinvolture en regardant autour d'elle. Simple, bon marché, tout comme sa vie. Ils rirent. Le son transperça la poitrine de Chloé. Elle entra lentement, silencieusement. Ses pieds semblaient lourds, mais elle continua de marcher. Quelqu'un hurla. Le jardin se figea. Stéphane se retourna. La confusion traversa son visage, puis l'incrédulité, puis la peur pure. « Comment ? Comment es-tu vivante ?» balbutia-t-il. « Tu es censée être morte. » Manon se figea, son rire mourant dans sa gorge. Monique laissa tomber la tasse qu'elle tenait. « Tu étais partie. Tu étais enterrée dans nos esprits, » cracha-t-elle. Chloé regarda autour d'elle, ses funérailles préparées alors que son cœur battait encore. « Tout ce que nous avons arrangé pour tes funérailles, gâché, » hurla Stéphane, les poings serrés. Le visage de sa mère se tordit de rage. Tout ça. Réduit à néant. Chloé resta silencieuse. Son silence était plus lourd que n'importe quel cri. Il les fit rétrécir. Manon se tourna brusquement vers Stéphane. « Sors-la d'ici. » Chloé les regarda tous calmement. Puis sa voix vint enfin, basse et stable. « Je vous ai tous entendus. Vous pensiez que j'étais faible et parti, mais j'ai tout vu et rien ne sera plus jamais comme avant.
La pièce devint silencieuse. Leur confiance disparut. La peur se répandit sur leurs visages. Les mêmes visages qui étaient pleins de fierté quelques instants auparavant. Chloé fouilla dans son sac lentement. Ses mouvements étaient calmes, délibérés. Elle passa un appel. Juste un appel. Procédez au plan, dit-elle avec assurance, puis attendit. En quelques minutes, le téléphone de Stéphane sonna. Il répondit avec désinvolture au début, puis son sourire disparut. « Que voulez-vous dire par résilier » cria-t-il. Et ça doit être une erreur. Un autre appel, puis un autre. Les courriels inondèrent son écran. Accès révoqué, contrat annulé, poste résilié. Monique attrapa son bras. Que se passe-t-il? Exigea-t-elle. Les mains de Stéphane tremblaient. J'ai été viré. Les mots tombèrent lourdement. La propriété explosa de murmures. Manon se figea. Ses yeux se plissèrent. Viré? Répéta-t-elle. Comment? Stéphane se tourna lentement vers Chloé. Sa voix tomba dans un murmure. Que as-tu fait? Comment as-tu fait ça? Je ne comprends pas. Chloé leva la tête, son dos se redressa. Tu t'es attaqué à la mauvaise femme. Son dos se redressa. Sa voix ne tremblait pas. Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que je n'étais rien, dit-elle lentement. C'était ta plus grande erreur. Je suis milliardaire. Je possède des entreprises majeures à travers Paris et le quartier de la Défense, des banques, des usines, des entreprises qui décident qui mange et qui meurt de faim. Elle fit un pas en avant. J'ai choisi le silence. J'ai choisi une vie simple. Je voulais savoir si je serais aimé quand je n'avais rien. Ses yeux se fixèrent sur Stéphane. Ce que j'ai trouvé, c'est de la cruauté. Elle laissa les mots s'imprégner. Je vous ai entendu célébrer ma mort. Je vous ai entendu planifier mon enterrement. Je vous ai entendu rire pendant que je gisais sur un lit d'hôpital, incapable de bouger. Sa voix se durcit. Alors j'ai décidé de vous répondre correctement. Elle leva légèrement son téléphone. Stéphane, tu es fini. Aucune entreprise sous mes ordres ne t'embauchera jamais. Aucun partenaire ne touchera à ton nom. Aucune banque ne te fera confiance. Elle marqua une pause. Tu te réveilleras chaque jour en sachant que la femme que tu as enterrée vivante est celle qui a fermé toutes les portes auxquelles tu frapperas jamais. Stéphane secoua la tête sauvagement. Non. Non. Chloé n'éleva pas la voix. Je m'assurerai que tu regrettes chaque insulte, chaque rire, chaque seconde où tu as pensé que j'étais jetable. Le silence s'abattit sur eux. Les genoux de Stéphane cédèrent. Monique hurla, tu mens. C'est impossible. Chloé leva son téléphone. Des documents brillaient sur l'écran. Papier de propriété, signature, preuve qui ne pouvait être niée. Ils commencèrent à supplier. Stéphane marcha vers elle. Je ne savais pas, sanglota-t-il. S'il te plaît, pardonne-moi. Monique suivit, pleurant bruyamment. Nous avions tort, plaida-t-elle. Nous ne le pensions pas. Manon recula lentement. Ses yeux passèrent de Chloé à Stéphane. Alors tu n'as plus rien maintenant, dit Manon. Stéphane ne dit rien. Manon rit amèrement. Alors tu es fauché? Elle ramassa son sac. Je suis resté à cause de ton argent, admit-elle, sa voix se brisant, criant presque. Mais tu n'as plus rien maintenant. Rien. Je ne reste pas pour des hommes fauchés. Et elle s'éloigna. Alors que les pas de Manon résonnaient au loin, Stéphane se figea. Sa poitrine se serra. Ses mains tremblèrent. La trahison le brûlait comme du feu. Tout ce temps, il avait cru tout contrôler. Et maintenant, tout s'était effondré. Il regarda autour de la pièce, le chaos, le regard calme et intouchable de Chloé, et sentit le poids écrasant de la réalité. Il avait tout perdu. Chloé se tenait au-dessus de tout cela, intouchée par le chaos autour d'elle. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Son calme était pire que la colère. Vous m'avez enterré alors que je respirais encore, dit-elle, la voix basse mais ferme,
chaque mot coupant plus profondément qu'un cri ne l'aurait jamais fait. Vous avez planifié mes funérailles, continua-t-elle. Vous avez ri pendant que mon corps gisait sur un lit d'hôpital, incapable de bouger, incapable de parler. Ses yeux passèrent lentement d'un visage à l'autre. Elle s'assura que chacun d'eux se sente vu. Vous avez célébré ma mort, dit-elle encore, plus doucement cette fois. Et cette douceur portait plus de poids que la fureur. Les genoux de Stéphane fléchirent. Pour la première fois, la peur le trouva vraiment. Chloé se tourna vers le portail en fer forgé. J'ai fini, dit-elle, pas comme une menace, pas comme une promesse, comme une décision finale. Elle s'éloigna. Et cette fois, personne ne suivit. Personne ne se moqua. Personne ne rit. Seulement le bruit de tout ce qu'ils pensaient avoir s'effondrant derrière elle parce que la femme qu'ils avaient essayé d'enterrer n'était pas revenue pour se venger. Elle était revenue pour la vérité. Des mois plus tard, la vie avait complètement changé. Stéphane avait tout perdu. Son travail, sa réputation, ses amis. Aucune entreprise ne voulait le toucher. Chaque porte à laquelle il frappait se fermait devant son visage. Chloé, cependant, avait reconstruit tranquillement. Ses entreprises prospéraient. Elle voyageait librement, sachant que les gens qui s'étaient autrefois moqués d'elle n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Sa vie autrefois cachée avançait maintenant selon ses propres termes. La morale de cette histoire est que les gens révèlent leur vrai caractère lorsqu'ils croient que vous êtes impuissant. Et quand ils célèbrent votre chute, ils préparent la scène pour la leur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, s'il vous plaît aimez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et aider ces histoires à atteindre plus de personnes. Faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle partie de l'histoire de Chloé est restée le plus avec vous. D'autres histoires puissantes arrivent. Ne les manquez pas.